5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. La police républicaine, une fois encore, au cœur de la polémique après une interpellation qui a tourné au drame à Parakou. Faisal Ourou a trouvé la mort après avoir été interpellé par des policiers dans la nuit du 18 au 19 novembre 2024. Pour l'instant, on ignore les détails exacts de l'affaire, mais selon des récits rapportés, tout serait parti d'une fouille de téléphone refusée par le jeune Faisal, alors que des policiers patrouilleurs lui en auraient intimé l'ordre. La suite de l'histoire vire au drame. Depuis, l'affaire fait grand bruit dans l'opinion avec un tollé général sur fond de hashtag justice pour Faisal. Nous en parlons ce matin avec deux invités sur ce plateau. Vigile Avancé, bonjour et bienvenue Vigile. Bonjour Eman, bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va, merci. Mais vous êtes... c'est un plaisir de vous retrouver sur 5 sur 7 matin. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas eu par ici. C'est sincèrement un plaisir pour moi aussi. Merci à vous. En face de vous ce matin, Julio Tometti, il est juriste, connaît bien aussi le plateau de 5 sur 7 matin. Bonjour et bienvenue Julio. Bonsoir Eman et bonsoir aux téléspectateurs de l'OATV. C'est vrai que vous êtes très habitué à le soir sur ETélé, mais nous sommes le matin sur 5 sur 7 matin, mon cher Julio. Bonjour Eman, merci. Alors Vigile, c'est vrai voilà, l'ambiance est détendue, on rit, mais le sujet dont on parle est quand même assez sérieux, assez grave. On devrait prendre son temps le plus ferme pour le condamner, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Mais avant d'en venir à lui, on a appris une fois encore des bavures policières, une interpellation qui tourne au drame. Cette année-ci, ça fait la énième fois qu'on en parle. La énième fois, et pour une fois, disons que le Bénin devrait être heureux qu'on en parle, heureux que cela ait fait ce tollé-là, qu'il y a eu cette suite après donc, ce qui est arrivé. Ceci parce qu'il fallait que ça s'arrête. Des bavures policières, il en a partout, cela peut arriver. Mais on a l'impression qu'au Bénin, cela s'érige. Il y a comme une banalisation de la vie et des vies qui passent par les mains, sinon les armes des policiers. Et je pense qu'un pays sérieux, cela ne devrait pas se passer comme ça. Partout, on doit respecter la vie. Donc, je disais tantôt, il faut saluer déjà, disons, cette prise de conscience, on va dire, des autorités qui ont dit stop. Il faudrait que désormais, n'est-ce pas, que cela ne se passe plus comme ça. Même si j'ai noté, disons, un mot de trop dans ce qu'a dit le ministre, même si, comme je disais, il faut le féliciter. Il dit, on ne va plus verser le sang de malhonnêtes, de Béninois honnêtes. Non, ce n'est pas seulement honnête ou malhonnête. On ne versera plus, la police ne devra plus verser le sang des Béninois. Qu'il soit malhonnête, eh bien, il a des instances pour connaître de cela. Ce n'est pas la mort ça doit se solder par la mort, non. Donc, il faut le dire fermement et mettre les policiers devant leurs responsabilités. Quand cela va arriver, chaque policier en répondra. Et la police, d'abord, c'est un travail, c'est un métier, on en vit. Vous n'allez pas, pour une banalité, un soir, ôter la vie à quelqu'un pour voir votre carrière se terminer ainsi. Je rappelle que pour ce qui s'est passé à Nati Tengou, un peu avant donc, le cas Faisal, eh bien, les policiers sont encore en prison. Et ils ont des difficultés à être jugés parce que cela doit être connu par la Cour suprême. Alors que les autres ont déjà purgé leur peine, la procédure a du mal. Et c'est eux, parce que les policiers, c'est des gens comme vous et moi, ils ont leur famille, ils ont leurs enfants, ils ont leurs charges. Donc aujourd'hui, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Chaque policier devra en répondre. Quand on vous donne des ordres, eh bien, notre Constitution a prévu qu'il y a des ordres auxquels vous pouvez désobéir. Et il n'y a rien dans le zèle. La police, c'est une institution respectable, respectée partout. Et je profite pour dire surtout, disons, dans ce contexte où on vend le tourisme, et c'est une très bonne chose de faire la promotion touristique. Mais Eman, quand vous voyagez, vous allez dans les pays. Entre autres choses que vous observez, c'est le comportement de la police aussi. Déjà, il y a un excès de présence de police. On dira que oui, c'est pour notre sécurité, mais c'est pour des morts, c'est pour ces gens de dérapage aussi. Et donc, il faudrait qu'on fasse en sorte que quand on est dans la promotion touristique, qu'on puisse faire en sorte également que notre police puisse être un bon renseignement, un bel indicateur pour le pays. Quand on vous dit que vous pouvez aller dans un
pays où un soir seulement vous êtes allé boire au détour d'un contrôle policier, vous pouvez perdre la vie. Vous pensez que c'est attractif pour le pays? Non, je pense que les autorités ont pris conscience et il faudrait vraiment continuer dans ce sens-là parce que cela peut déraper à tout moment. On a quitté un bord pour un autre. Quand on dénonçait ces genres de dérapage, eh bien, les gens étaient poursuivis en justice et cela se solde par fausses nouvelles ou incitation à la rébellion ou à la violence, alors que c'est ça, l'acte en lui-même qui est une incitation à la révolte, au soulèvement. Et je pense que c'est ça que les autorités ont sans doute perçu. Quand vous allez voir, c'est en l'espace de quelques jours, Madé Kanli et puis Parakou, cela faisait trop. Et je crois que pour un pays sérieux, nous ne sommes pas des animaux, ça doit s'arrêter. D'accord. Alors, Julio Tometti, le cas Faïssal Ourou aura quand même eu le mérite finalement, même si c'est au prix fort de sa vie, le cas Faïssal Ourou, de regretter mémoire, pour qui on a une pieuse pensée, évidemment, pour la famille du disparu, parce que c'est une force vive de la nation qui nous a quittés. Je disais donc le cas Faïssal Ourou aura eu le mérite de remettre, de creuser l'abcès et de faire réagir vraiment les autorités comme on l'aurait souhaité depuis un moment. On aurait souhaité que cette réaction, cette condamnation vive du ministre de l'Intérieur soit survenue sur les cas précédents pour qu'on ne soit pas encore en train d'assister à ce genre de bavure policière aujourd'hui. Oui, justement, malheureusement, lorsque on ne prend pas vite la mesure des choses sur ce que les autorités à un moment donné peuvent considérer comme des épiphénomènes, ce n'est qu'à ce genre de drame-là qu'on peut assister. Qu'ils vous souviennent que ce n'est pas une première. Il y a eu beaucoup de faits comme ça. Il y a même il y a quelques mois, si vous vous souvenez bien, un parlementaire avait évoqué la question au Parlement et ça a engendré, des allers-retours entre lui et le DGPR qui était allé soulever lui-même les quelques cas d'infraction au cours de la route dont l'honorable aurait été coupable pour estimer qu'il n'était pas légitime pour parler en fait des dérapages de la police parce que, bien entendu, en tant que responsable, il cherchait à couver d'une certaine façon quelques tares en fait de son personnel. Bien malheureusement, nous sommes aujourd'hui en face d'un drame et le tollé que ça a fait a dû faire réagir en fait les autorités. Parce que vous vous souvenez, on a eu l'impression pendant longtemps qu'il n'y avait plus un ministère de l'Intérieur. On a eu tellement la présence de la police, tellement la présence du DGPR sur toutes les questions qu'à un moment donné, on se demandait s'il y avait encore un ministère de l'Intérieur, de la sécurité publique d'une certaine façon. Et donc c'est aujourd'hui heureux, d'accord, mais bien malheureusement que ça soit à la suite d'un drame qui a ôté la vie à notre compatriote que aujourd'hui les autorités prennent la mesure des choses. Parce qu'aujourd'hui, il faut vous rendre compte, lorsque la police, normalement, doit servir l'État et assurer la protection du citoyen. Donc, si celui qui doit assurer votre protection devient en fait votre bourreau, et bien malheureusement, excusez-moi de le dire comme ça, la manière dont ça s'est passé lorsqu'on décrit les faits, nous ne sommes pas encore allés au bout de la procédure pour savoir véritablement ce qui s'est passé, mais ça laisse entendre en fait un comportement quelque peu de délinquant. Parce que oui, mort s'en est suivi, mais que la police cherche à camoufler ça en jetant l'individu au bord. Pour le moment, rien n'est encore vraiment établi. Le corps, il faut rappeler, le cadavre du jeune Faïssal a été exhumé pour des besoins de l'enquête. Forcément, les médecins légistes vont travailler dessus pour essayer d'identifier et de dénouer cette affaire. Les circonstances du décès. Pour le moment, on ne fonctionne que sur la base de racontas, sinon de propos, de témoins qui auraient donc suivi la scène. Vous savez, il faut le dire, dans dans les sanctions de la police républicaine, il y a forcément en fait des éléments de base sur lesquels il s'appuie. Il y a 2 degrés de sanction lorsque vous lisez en fait le statut de la police républicaine de 2020. Il y a les sanctions de 1er degré et les sanctions de 2e degré. Aujourd'hui, au regard de ce qui leur a été infligé comment ils ont appelé ça, arrêt de rigueur, c'est la première sanction du 2e degré. Donc, à partir de ce moment-là, on peut présumer qu'il y a aux mains de la police des éléments
avérés, pas tout à fait avérés, mais qui permettent en fait de dire que ces agents ont été en faute. Surtout lorsque vous lisez le premier communiqué en fait de la police républicaine, vous vous rendez compte en fait de ce que la police remporte quelque peu la responsabilité en fait du drame qui est survenu. Donc aujourd'hui, il reste à fouiner pour véritablement situer quelles sont les circonstances qui ont conduit au décès du jeune Faisal pour que les responsabilités soient davantage situées. Parce que ça, en termes de sanction, comme je disais, ça peut aller jusqu'à la retraite d'office ou à la radiation, selon le cas, nonobstant en fait les poursuites pénales comme il a été déjà engagé. D'accord. Alors, Vigile, à avancer, on se rend compte que les policiers, qui ne sont pas forcément exemplaires, pullulent de plus en plus à travers leurs agissements. Dans le quotidien, on peut voir un excès de zèle, un excès, on va dire, d'engagement par moment aussi. La dernière fois, j'ai été j'ai été témoin d'une scène où le policier pourchassait un motocycliste, a retenu l'engin par derrière au point de faire tomber le conducteur de cette moto-là. Je me suis demandé, mais si cette personne tombait, cognait sa tête contre le bitume et décédait, passait de vie à trépas, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Cela pose la question de la formation aussi, donc quelque part. Quelle est la formation que reçoivent ces policiers avant d'être mis sur le terrain? Absolument, je suis d'accord avec vous. Cela pose le problème du professionnalisme du policier béninois, de notre police, qui est, je le répète encore une fois, une institution respectable. Et il a de très consciencieux policiers aussi. Et c'est eux surtout qui devaient être gênés, n'est-ce pas, que ces brebis galeuses-là jettent autant de discrédit sur leur corporation. Et je dis ceci, en de pareilles circonstances, il a des réserves qu'il ne faut pas observer, Eman, s'il vous plaît. Vous parlez tantôt donc du cas de Faisal, ce cadavre qu'on est allé retrouver le lendemain. Non, il faut dire les choses. Comment la police peut arrêter quelqu'un, n'est-ce pas? Et on va le retrouver, et on va retrouver le corps au bord de la voie, jeté sur une moto. Ça, c'est des faits. Il n'y a pas de réserve à observer par rapport à ça. Et nous... Comme pour le moment où les faits n'ont pas encore été établis. Non, c'est établi. C'est établi, même la police a fait un communiqué. Donc, on a dépassé ces niveaux. Vous savez, nous, les journalistes, nous avons ce devoir-là également. Tout le monde n'est pas à votre place, hein, Eman. Tout le monde n'est pas en mesure de venir sur un plateau porter la voix de la population. Ce sont des enfants de familles qui meurent. Et nous pouvons faire en sorte que cela n'arrive pas. Nous pouvons permettre à des gens de vivre, de survivre dans un contexte comme cela. Donc, il faut pouvoir dire les choses. Vous savez, ici, nous sommes à Cotonou. Il y a de cela, en septembre 2022, un pareil cas s'est aussi opéré, où, dans le commissariat de Khoulakodi, ils sont allés faire une opération dans leur quartier, n'est-ce pas? Et ils sont allés prendre un jeune homme, Saturnin Ndior, pour le nommer. Il a été emmené au commissariat de Khoulakodi, puis au commissariat central, et quelques jours après, 5 jours après, on va découvrir son cadavre à Misrete, ligoté. Vous pensez que c'est des pratiques qu'il faut encourager, il faut observer des réserves par rapport à ça? Oui, on ne peut pas établir. Vous savez, puisqu'il n'y a pas de fait établi, c'est pas par un tribunal qui a connu de l'affaire, on est toujours quand même en droit de porter des réserves sur ce genre de situation. Auquel cas, on pourrait assimiler cela. Je vous le concède, c'est votre manière de voir les choses. Mais je dis, il faut le dire, il faut le dénoncer. Ce n'est pas seulement de la délinquance, si vous voulez ça. C'est la grande délinquance, c'est du maquillage. Vous voyez, c'est du maquillage. On ne peut pas admettre ça, n'est-ce pas, d'une institution chargée de notre sécurité. Vous ne savez pas, c'est plus grave que ce qu'on aurait observé, disons, dans la vie courante des délinquants ordinaires. C'est encore pire. Donc, notre rôle, c'est de pouvoir dénoncer ça. Notre rôle, c'est d'amener les gens à faire en sorte que la vérité puisse transparaître. Notre rôle, c'est d'aider des institutions qui s'occupent déjà de ces questions. Et en cela, moi, je remercie la Commission béninoise des droits de l'homme qui s'est à plusieurs reprises penchée sur ce sujet-là. Allez prendre les rapports de la Commission béninoise des droits de l'homme 2019, 2020, 2021. Tout le monde fait aujourd'hui comme si c'est nouveau. Les exécutions extrajudiciaires, les faits du genre de Faisal à Parakou, ces gens de bavure, c'est cité, c'est dedans, c'est documenté. Alors, donc, même vos réserves, c'est tombé à l'eau. Je dis, la Commission béninoise de l'homme, allez prendre le rapport, n'est-ce pas,
des années 2019, 2020 et 2021. Oui, mes réserves, c'est à l'endroit des cas que vous citez nommément, des cas qui ne sont pas connus de la justice. Oui, mais même ces cas, la Commission béninoise des droits de l'homme en a connu. Voyez-vous. Donc, il faut le dire pour que ça cesse. C'est notre rôle également, comme c'est le rôle de la police d'assurer notre sécurité. Et si ce n'est pas fait dans les normes, il faut le dire pour que les formateurs ou les décideurs qui sont dans la formation des policiers puissent voir ce qu'il faut régler, le bouton qu'il faut régler pour que leurs institutions eux-mêmes soient honorées et que les Béninois puissent saluer leur police, qu'il y ait cette coopération qu'il devait avoir entre population et forces de l'ordre. Justement, Julio Tomenti, comment rétablir cette confiance? Parce qu'on se rend compte que la confiance est brisée entre les forces de l'ordre, les gardiens de la paix, comme on les appelle, et puis les populations. Idéalement, quand un citoyen se sent en danger et qu'il trouve un policier, c'est qu'il devrait pousser un ouf de soulagement, c'est qu'il devrait être content de voir ce policier. Mais malheureusement, on se rend compte que c'est le contraire. Ils sont stressés et quand ils voient les policiers, ils sont davantage stressés, ces citoyens, ces concitoyens. Mais justement, la police doit revenir à son rôle de protection. Parce qu'en fait, c'est le rôle qu'il lui a alloué, protection en fait des populations. Vous savez, il y a certaines choses qui se disent ces derniers temps. On vous dit par exemple que quand vous circulez dans la nuit, vous avez plus de chances de tomber sur quand vous tombez sur un délinquant qui vous arrache votre moto, c'est plus de chances c'est mieux pour vous que de tomber sur une certaine catégorie de police, parce le pire pourrait arriver à tout moment. La police, à travers leur hiérarchie, en fait, doivent en fait revenir dans leur rôle fondamental, comme je le disais tantôt, dans ce rôle de protection. Quand nous voyons la police, nous devons, quelles que soient les circonstances que nous soyons, peut-être en faute ou pas, que nous voyons en la police, en fait, un acteur majeur qui puisse, en fait, nous donner un ouf. Nous ne devons pas avoir la peur de la police. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le sentiment que nous avons. On a même l'impression qu'il y a une pléthore de police. Et donc, quand vous rencontrez, vous vous demandez, est-ce que quelque chose se passe tout de suite là? Vous avez en fait un certain nombre de traces. Et moi, je me demande, est-ce qu'à un moment donné, on n'en demande pas trop aux policiers aussi? Là, je vais interpeller la hiérarchie. Est-ce qu'on ne leur en demande pas trop? Parce que nous ne pouvons pas toujours savoir, en fait, quelles sont les consignes, les instructions, ou, en fait, les pressions sur lesquelles eux-mêmes ils sont à des moments donnés. Et donc, parce qu'il y en a que vous rencontrez, vous sentez qu'ils ne sont pas en eux-mêmes d'une certaine façon. Et donc, est-ce que c'est, la peur de mal faire leur travail qui les amène à aller d'une manière ou d'une autre à ces essais-là? Ou bien, est-ce que peut-être c'est le souci d'avoir un certain nombre d'avantages, je ne sais pas. Parce que, qu'ils vous souviennent, dans cette affaire de lutte contre la cybercriminalité, puisque c'est venu là, cette affaire de fouille de téléphone et autres, c'est dans le cadre de la recherche d'un certain nombre d'infractions, en fait totalement hors procédure, que la police est amenée à des moments donnés de dire fouiller le téléphone et ainsi de suite, alors que le cadre normatif ne le tolère pas. On ne peut accéder à votre vie privée que dans le cadre d'une procédure judiciaire régulière d'une certaine façon. C'est pourquoi, monsieur Villavance, personne ne pourra, par exemple, venir faire une perquisition chez vous à une certaine heure sans porter un mandat, par exemple. Donc, c'est vrai, il y a l'ordre public, mais il y a aussi la protection de la vie privée de l'individu. Nous l'avions dit, cette affaire de fouille de téléphone, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà au moins 2 ou 3 ans, d'une certaine façon. À un moment donné, ça a amené le tollé, les gens en ont parlé, mais à un moment donné, en fait, ça a coulé douce. Les habitudes ont repris d'une certaine façon. Et donc, moi, je voudrais simplement demander à la hiérarchie, sur la question de la formation, de bien encore revoir, et sur les orientations sécuritaires aujourd'hui, il y a lieu quand même peut-être de baisser un peu, parce qu'on a l'impression que la police aussi elle-même, elle est surchauffée par sa hiérarchie, il faut le dire. Et donc, l'un mis dans l'autre, la hiérarchie policière doit travailler aujourd'hui à ce que la population retrouve une certaine quiétude, une certaine sérénité vis-à-vis de sa police. Maurice Santon, bonjour. Bonjour, Rodrigue Manamenga. Comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien et vous-même? Je me porte comme charme. Alors, vous avez sondé la toile pour nous au travers de cette question du jour que nous avons adressée à nos internautes. Comment rétablir la confiance entre la police républicaine
et les citoyens. Qu'est-ce qu'ils en disent, les internautes? Les internautes ont réagi massivement à cette question du jour. Évidemment, c'est une actualité nationale qui l'exige et donc ils ont été nombreux à suggérer des approches de solutions, on va dire, pour rétablir la confiance entre la police républicaine et les citoyens. On va commencer par donner lecture de ces commentaires-là. Sinignon Avala nous écrit que la police républicaine est cette police-là qui doit être républicaine de par son qualificatif. Son rôle premier est d'assurer la sécurité de la paisible population. D'autres le font avec dignité, respect et abnégation. Ils se réfèrent au jour le jour à leur serment républicain. Ils sont patriotes. Par contre, estime cet internaute, il y en a d'autres qui, sous le fait de je ne sais quoi, agissent tout comme si on les avait obligés à venir à la police pour faire leur volonté et non celle républicaine. C'est dommage et très regrettable. Ce qui m'écoeure, écrit-il encore, est que qu'ils oublient que nous sommes tous filles et fils d'une même nation. Je suis entièrement d'accord qu'ils doivent combattre tout ce qui instaure un climat d'insécurité, mais le faire avec dextérité sans pour autant tomber dans la bavure, écrit cet internaute. Autre réaction sur la question du jour, Vianney Dossou nous dit il faut que les dirigeants de la police fassent respecter leur code de déontologie et que tout manquement au code et au règlement soit sévèrement puni. De plus, il faut créer un numéro fiable pour que la population puisse dénoncer tout mauvais comportement des policiers et que la population sente que les cas dénoncés sont réellement traités et qu'enfin des cours de bonne conduite et du respect de la personne soient donnés dans les écoles de police avec un coefficient déterminant et qu'il y ait aussi assez de formation pour les policiers en fonction sur ces thèmes sujet. Vianney Dossou. Narcisse de Saron nous dit c'est juste en jouant le vrai rôle que la police va rétablir, enfin la confiance sera rétablie entre la police et les citoyens. Donc la police ne doit pas abuser de son statut. Si celui qui doit assurer ma sécurité me prend pour son adversaire, alors je suis foutu, écrit Narcisse de Saron. Encore un dernier commentaire. Kwenayon Hospice à Moussou nous écrit que pour rétablir la confiance entre la population et la police républicaine, il faut un grand toilettage. C'est au gouvernement de bien punir chacun des deux côtés afin qu'il y ait une prise de conscience. Sinon, quel que soit ce qui se dira, ça ne donnera rien. Il y a des policiers qui se prennent pour le président de la République. Après eux sur terre, c'est Dieu. Et c'est comme ça qu'il y a également des civils qui sont aussi des jusqu'au-boutistes. Si un policier demi-dieu interpelle un jusqu'au-boutiste qui sait bien qu'il est dans ses droits, vous imaginez ce que ça pourrait donner, s'interroge Kwenayon Hospice à Moussou, qui poursuit en disant, comme l'a dit le ministre ce matin, il faudrait que les unités de police soient réorganisées afin que les chefs d'unité sachent qui envoyer à certaines missions. Sinon, la mission pour arrêter ceux qui n'ont pas porté un casque ne doit pas avoir la même envergure qu'une mission de démantèlement d'un réseau de gangsters ou pour déjouer un braquage. Nos policiers prennent tout le monde comme des braqueurs, ce qui n'est pas bien. Il faut aussi une bonne enquête de moralité qui doit être mise de mise dans le recrutement des hommes et femmes en uniforme. Il y a certains qui prennent le treillis pour se venger de ceux avec qui ils avaient des antécédents, ce qui n'est pas normal. Voilà, mon cher Rodrigue Herman Amengan, chers amis, ce qu'il faut retenir globalement des avis des internautes sur la question du jour. Merci à vous, mon cher Maurice, surtout cette dernière intervention que j'aime bien, celle de Kwenayon Hospice à Moussou, qui a été vraiment très, très intéressant sur la question. Alors, en 30 secondes, rapidement, Vigile à Roncey, il faut, on va dire, soutenir également ceux qui dénoncent. Malheureusement, on a vu par le passé le cas de Nati Tengou, celui qui avait filmé la scène a dû faire face au procureur pour répondre de son acte. Comment alors encourager la délation ou la dénonciation si ceux qui doivent faire la veille sont sous le coup aussi de punition? Oui, ça c'est malheureusement les aspects du code du numérique qui, n'est-ce pas, n'aident pas à régler le problème. Je crois que
la législation devra évoluer à protéger les dénonciateurs, ceux qui sont dans ces genres d'alerte-là, n'est-ce pas? Il faudrait vraiment que le Bénin y pense. L'autre chose, vous voyez, à travers les messages lus par Maurice Antam, vous comprenez que les Béninois n'ont aucun problème avec leur police en réalité. Ils veulent juste une police qui collabore, une police professionnelle et que les choses aillent bien. Donc, je pense que nous avons parlé de la formation, de professionnalisme, mais il faut également parler de la gouvernance. Quand vous voyez ce qu'ont fait des policiers, je ne pense pas que ce soit toujours utile. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé ces derniers mois. Les endroits, les chaussées où il n'y a pas de ligne, la démarcation entre passage moto et voiture, vous voyez, c'est des policiers qu'on aligne. Est-ce que c'est utile? Parce que nous parlons de la vie, que ce soit la vie des motard ou un chauffeur. C'est vite arrivé. Il faudra attendre quoi? 1, 2, 3 accidents pour se demander, mais c'est quoi cette histoire-là où ils sont stressés? Rien que ça. Viser une voiture, qu'une voiture vous vise et vous rate. Vous n'êtes pas de la même humeur, vous comprenez? Donc, est-ce que c'est utile? Et il faudrait vraiment qu'on y pense et que ces excès de, je vais dire, ces surexploitations des policiers, qu'on puisse élaguer ça pour ramener, parce que ça participe également, c'est la psychologie. Ils sont en permanence sous tension. Oui, ils sont sous tension, inutilement. D'accord. Inutilement. Julio Tometin, pour un citoyen, pour le juriste que vous êtes, lorsqu'un policier vous interpelle dans la rue, quelle doit être l'attitude qu'on doit adopter pour ne pas être sous le coup de la loi? D'abord, il faut éviter tout rapport de force avec la police. Lorsque vous lui rappelez ses droits fondamentaux, vos droits fondamentaux, et qu'il semble ne pas les comprendre, il faut simplement, en fait, faire profil bas et se soumettre à ces injonctions. Ce n'est que par cette seule manière que vous avez après, en fait, droit au recours, soit des recours hiérarchiques ou autres. Et c'est le moment de demander aussi, en fait, à la hiérarchie de ne pas toujours chercher à protéger les brebis galeuses, parce qu'on a l'impression qu'à des moments donnés, la police, pour préserver son image, a tendance à protéger les siens quand même. Ils sont au travers de la loi. Je voudrais finir par pouvoir interpeller, parce que j'ai lu une disposition dans la loi portant création de la police républicaine, que le président de la République est le chef suprême de la police républicaine. Donc le président de la République est interpellé. Le président de la République est interpellé pour davantage travailler, d'accord, à orienter ou bien à réorienter les consignes au niveau de la hiérarchie pour que les faits que nous sommes en train de constater là, parce que d'une manière ou d'une autre, la police ou les agents de la police peuvent être aussi victimes d'une manière ou d'une autre. Donc il faut travailler de part et d'autre à ce que véritablement notre police soit véritablement républicaine. D'accord, et c'est ce que souhaite aussi Maurice Antam, une police totalement républicaine. Absolument, je pense que c'est important et on en a besoin, et je pense qu'on a relevé beaucoup d'éléments sur ce plateau qui, si on arrive à les observer, peuvent amener à quand même rétablir la confiance, parce que c'est ça aussi. Restaurer la confiance, c'est ça aussi l'enjeu. Sans faire la pub à un parti politique. Allez, messieurs, merci beaucoup. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin, faire le débat, mener la réflexion avec nous. On va boucler la boucle avec Marcel Arrossi pour la revue de presse. Sans doute que la question liée aux bavues policières sera encore au menu de ce tour d'horizon de la presse nationale.